Boum, 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 boum. Boum, 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 Bonsoir à tous, vous écoutez un nouvel épisode de Tout et de Rien, votre émission préférée qui vous parle de tout et surtout de rien. Et c'est le premier épisode de cette troisième saison, 3 saisons déjà qu'on est là à vous raconter des choses qui sont incroyables, des choses qui sont un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien, c'est en même temps c'est la thématique, c'est normal, la thématique athématique si je puis dire. Et avec nous, on a pour inaugurer cette troisième saison deux individus extraordinaires. Je veux bien évidemment parler de Manon et de Sébastien. Comment est-ce que vous allez tous les deux en cette folle soirée du 25/11/2021? Eh bah, super bien, il fait froid un petit peu à Toulouse, mais moi je ne suis pas enrhumée contrairement à toi Marc, Eh j'espère oui, que tu te soignes. j'essaye en tout cas, j'essaye. C'est vrai que les auditeurs vont se rendre compte qu'effectivement je parle du nez, ce qui est génial, hein, bien sûr, quand on fait de l'audio. Toi Seb, la forme, pas malade, pas de soucis, tout ça? Bah non, moi ça va très Non, bien, ça va. je te remercie. Il fait aussi très froid dans le fin fond de Lyon, mais écoute, pas malade non plus, tout va bien. Eh ben écoute, c'est fantastique. Et le problème quand on est malade, quand on est très 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 malade, c'est que parfois, ben on meurt. Et il se trouve que Manon, tu veux nous parler de mort aujourd'hui. Cette transition de J'étais là, mais où est-ce qu'il va en venir? je voulais vous annoncer qu'en fait c'était incurable, j'allais décéder. Youhou. J'ai essayé des grogues, des grogues, des drogues, mais rien n'y fait. Voilà, c'était la seule J'ai transition du sang potable qui que j'ai coule de trouvée là à l'oreille l'instant. depuis avant-hier. Bah, merci Ah beaucoup Marc putain. pour cette transition. Mais de rien, de Effectivement, rien, de rien. effectivement, oui. Je vais vous parler de mort. De mort parce que c'est l'automne, que les feuilles meurent, que voilà, la nature meurt, la nature rentre en sommeil, alors pourquoi ne pas parler de mort évidemment? Surtout en fait, je me suis dit qu'il y avait, une recrudescence de Covid en ce moment, j'entends plein de cas autour de moi, il y a les classes qui ferment parce qu'il y a des cas contacts et tout ça et du coup, je me suis dit que c'était le moment de ressortir cette chronique que j'avais écrite, dans mon petit coin toute seule à l'automne de l'année dernière quand on était déconfinés. En fait, j'étais partie en Bretagne et j'ai séjourné dans les Côtes-d'Armor et à côté de là où je pionçais, il y avait un petit village qui s'appelait Ploua et dans ce petit village, il y avait une chapelle qui était pile poil ouverte à ce moment-là parce que c'était les journées, européennes du patrimoine donc j'ai eu beaucoup de chance. Cette chapelle, elle s'appelle Kër Maria Anniscuit, pardonnez mon breton. Et il se trouve que c'est un des rares endroits en France où on peut observer une fresque très bien préservée qui représente une danse macabre. Donc c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui parce que, quand j'ai visité cette chapelle, je suis ressortie avec déjà l'envie de m'en faire tatouer une et ensuite, bah, l'envie de faire tout un tas de recherches sur le sujet. C'est très, très D'accord. passionnant. Il y a énormément de choses à dire donc je vais en fait, ça va pas vraiment être une chronique sur les danses macabres, mais plutôt une introduction aux danses Oh, macabres. Voilà. d'accord. Alors, qu'est-ce que c'est pour vous une danse macabre? Allons-y. J'ai des vieux souvenirs, les danses macabres, c'est pas des peintures dans lesquelles il y a des squelettes qui sont en train de danser. Oui, C'est ça, on est d'accord, ouais. c'est Voilà, ça. bah, je sais plus du tout ce que ça signifie. Et pourtant, j'ai fait de l'histoire de la mort en L3, Oh, donc mes souvenirs classe! sont assez flous, je t'avoue. Et Ouais, toi, c'est Seb? aussi à ça que je pensais, ouais, des squelettes qui dansent ou des, vous savez, des fois, ce qu'il y a sur les enluminures, les corps décomposés ou cadavériques qui jouent de la musique. Oui, le Larousse définit la danse macabre en ces termes-là, thème fréquent à la fin du Moyen Âge qui montre des gens de tout âge et de toutes conditions entraînés par des squelettes dans une ronde fatale. Donc classe, Oh, déjà, classe, ouais. voilà. Et donc bah, allons-y, hein, parlons-en de la fin du Moyen Âge. Alors vous allez comprendre assez vite pourquoi il faut remettre les choses dans leur contexte et pourquoi je fais ce parallèle avec notre situation covidesque actuelle. Donc en 1347 a déjà commencé la guerre de 100 ans. Et à ce moment-là, le monde fait face à une épidémie de Peste noire, peste noire. tout à On fait. parle vraiment de la peste et non pas du groupe de fachos peste noire. Putain, je savais même pas qu'il y Voilà, avait un groupe de fascistes qui s'appelait Peste noire, tu vois, tu une petite parenthèse. Yes. Donc cette peste noire, elle va emporter environ 25 millions de personnes. Et vu que ça suffit pas, 10 ans après, il y a encore une vague de peste noire qui emporte environ 30% de la population mondiale. Merci, au revoir, le ménage est fait. Ouais. Donc on peut comprendre hein, que depuis le XIIIe siècle, l'ambiance ne soit pas tip-top et qu'il y ait pas mal d'artistes qui se soient penchés sur le terrain de ce qu'on appelle l'art macabre. Donc c'est effectivement, comme tu disais Seb, ces espèces de petits écorchés qu'on peut voir dans les miniures. C'est tout ce qui est vanité, memento mori, rappelle-toi que tu vas mourir, voilà, les crânes, les sabliers, on y est là, on est en plein dedans. Et les représentations dont je vais vous parler, en fait, c'est le thème le plus achevé de cet art macabre. En d'autres mots, les gars, ils l'ont pensé dans tous les sens. C'était vraiment le thème le plus exploré. Donc c'est au début du XIVe siècle que fait son apparition le thème de la danse macabre. Et on pense qu'elle est d'abord apparue sous forme orale.
donc probablement avec des pièces de théâtre ou des échanges verbaux dont les personnages étaient la mort et divers êtres humains qui passaient tour à tour pour discuter avec la mort, et souvent ça suivait un ordre hiérarchique bien précis, mais je vais y revenir. Donc on trouvait aussi ce schéma sous forme de poème, et en fait le but de tout ça c'était d'évoquer l'impartialité et l'inéluctabilité de la mort. Donc long story short, ce que ça veut dire c'est que la danse macabre elle nous dit «Hey, je m'en cogne de ton statut social, tu vas mourir, tu vas crever et les asticots te mangeront». Voilà. Donc on peut comprendre pourquoi ça a eu autant de succès, hein, surtout dans les classes populaires, et ça s'est très très largement diffusé par la suite. Et donc maintenant, je vais vous parler un petit peu du cimetière des Innocents à Paris. Parce qu'en fait, c'est dans ce cimetière qu'on a eu la première représentation picturale d'une danse macabre. Elle a été réalisée en 1424. Et si vous n'avez jamais entendu parler du cimetière des Innocents, ou si vous êtes en train d'essayer de le googler pour savoir où c'est, eh ben vous ne trouverez pas grand-chose, parce qu'il n'existe plus. Voilà. En fait, il a été fermé en 1785 et on a mis tout plein de goudrons et de routes dessus. Voilà. Et pour ceux qui connaissent un petit peu Paris, c'est à l'emplacement actuel de la place Joachim du Bellay, dans le 1er arrondissement. Et dessus, il y a une fontaine qui s'appelle donc la fontaine des Innocents, qui en marque le souvenir. Alors sous cette place, en fait, c'est pas tout le cimetière, c'est juste une toute petite partie, c'est la moitié est, parce qu'en fait, le cimetière était énorme, c'était le cimetière principal intramuros de Paris. Et donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est le charnier. Donc le charnier, c'est un endroit couvert où on déposait les corps, les ossements des morts. Et donc ce charnier se situait côté rue de la Ferronnerie, encore une fois, pour ceux qui connaissent Paris. Donc le charnier, il va être détruit avant la fermeture du cimetière en 1669. Et ça nous arrange pas trop, parce que c'est donc sur les murs de ce charnier qu'il y avait la première danse macabre. Et donc aujourd'hui, elle n'existe plus. Mais heureusement, il y a un gentil monsieur qui s'appelait Guy Marchand, qui a fait des gravures en 1485. Donc ça avait dû vieillir un poil, mais il y a toujours effectivement un facteur de subjectivité, mais on peut estimer quand même que grâce à lui, on a une bonne connaissance de ce qui a été le modèle pour ce thème, et c'est à partir de ce modèle-là que toutes les autres danses macabres se sont créées, ont été diffusées. Voilà. Et donc cette fresque et ce cimetière, ils méritent un article à eux seuls, en réalité. Donc je vais essayer d'aller à l'essentiel. Donc cette fresque, elle était peinte sous les arcades d'une galerie, assez basse pour qu'on puisse la lire. Donc à chaque fois, sur la fresque, il y avait les arcades, l'architecture était reproduite en gros, et sous ces arcades, il y avait des personnages qui étaient logés. D'abord, il y avait un récitant, donc un personnage qui venait raconter l'histoire. Ensuite, il y avait 4 morts musiciens, 4 petits squelettes qui jouaient de la musique. Et ensuite, toute une série de couples morts vivants, donc avec à chaque fois un mort, un vivant, où les squelettes, ou des corps éventrés, comme on disait tout à l'heure, ils entraînent joyeusement leurs victimes par la main et ils dansent vers le trépas tous ensemble. Voilà. Trop bien. Oui, j'aime beaucoup. Et en... et en fait, ce qui est intéressant, c'est la manière dont vont apparaître les personnages. En fait, ils sont tous classés par ordre hiérarchique, et personne n'y échappe. Il y a le pape, le roi, le chevalier, le marchand, le musicien, l'enfant. Enfin, vraiment, le modèle séduit tellement qu'on le retrouve partout en Europe par la suite. Et sûrement aussi grâce au fun du truc, hein, parce qu'en fait, ça se lit comme une bande dessinée, de gauche à droite. Et en fait, souvent, sous les arcades, il y a un petit texte qui va accompagner, comme la bulle de la BD, en fait, qui va faire dialoguer le mort et son interlocuteur. Et alors moi, sur la fresque que j'ai vue donc à Carmarienne-Lescuit, dans les Côtes d'Armor, il y avait les textes qui étaient encore préservés. Et j'avais la chance ce jour-là d'avoir une guide qui nous a distribué ce petit papier avec les textes dessus. Donc je ne résiste pas à vous lire un extrait parce que c'est métal. Vraiment très très métal. Je l'ai traduit dans un français compréhensible pour nous, bien entendu. Et je vais vous lire le dialogue entre la mort et le roi. Donc le mort s'adresse au roi. « Venez, noble roi couronné, vous dont la force et la prouesse ont assuré la renommée, sertis de faste et de noblesse. Vous dévoilez votre faiblesse, devant moi, vous êtes très seul. On garde peu de sa richesse, le plus riche n'a qu'un linceul. » Et le roi répond donc « Je n'ai pas appris à danser sur un tel rythme si sauvage. Hélas, il me force à voir et penser que le pouvoir n'est que mirage. La mort détruit, c'est son usage, aussi bien le dur que le tendre. Soudain, le temps nous dévisage. Alors, il faut devenir tendre. » Classe. Hyper classe. Donc voilà, c'est que des petits vers comme ça. Super chouette. Et donc, comme je vous l'ai dit, à ce moment-là, c'était sévèrement la merde. La mort, elle était partout. Hein. La peste noire, c'était quand même sacrément dégueulasse. Puis il y avait la guerre, la famine. On peut comprendre qu'il y a eu tout un tas de réflexions autour du sujet. Et surtout, on peut comprendre qu'une telle épidémie puisse en renvoyer à un concept très très simple, l'égalité devant la mort. La mort, c'est le destin des hommes, peu importe qui on est. La mort, elle fauchera le pape et le bouseux, et personne n'est au-dessus de sa loi. Je me suis noté que, d'ailleurs, dans ces niches, on pouvait y voir successivement, donc dans l'ordre, le pape, l'empereur, le cardinal, le roi, le patriarche, le connétable, l'archevêque, le chevalier, l'évêque, l'écuyer, l'abbé, le bailli, le maître, le bourgeois, le chanoine, le marchand, le chartreux, le sergent, le moine, l'usurier, accompagné du pauvre homme, le médecin, le courtisan, l'avocat, le ménestrel, le curé, le paysan, le cordelier, l'enfant, le clerc et l'ermite. Voilà.
Ouais, donc tout le monde y passe, quoi. Voilà, ça en fait du merdien quand même. Et c'est le récitant, donc celui qui ouvre la marche, qui conclut la danse macabre. Et on remarque d'ailleurs qu'aucune femme n'est représentée. Mais c'est un sujet à part entière, ça aussi, je pense, donc je m'y pencherai une autre fois. Donc Parce tout qu'en ça, fait, vous hein, ne mourrez pas, vous nous avez menti depuis le début. c'est ça. C'est ça. Soit on mérite pas d'être sur la fresque, soit on meurt pas. Faut voir. À l'époque, on sait jamais trop. Donc je l'ai dit, ça va se diffuser vraiment partout en Europe, sans doute grâce aux ordres mendiants. Donc les ordres mendiants, ce sont des moines en gros, des ordres religieux qui dépendent de la charité pour vivre, et en gros ils se baladent en ville, ils comptent l'évangile aux pauvres. Donc eux, ils vont colporter le modèle en gros, et le théâtre aussi, bien évidemment, le théâtre de rue, qui va faire que le thème va se répandre à travers la France, puis l'Europe, tout au long du 14e, 15e siècle. D'ailleurs, début du XVIe siècle, donc c'est un truc qui dure quand même à plusieurs siècles, enfin voilà, ça s'étend vraiment sur le temps. Au début du XVIe, on voit des peintures de danse macabre à peu près partout, hein. Donc non seulement sur les murs des églises, mais aussi des cimetières, à l'extérieur des cloîtres, dans les ossuaires, sur du mobilier. Donc voilà, c'était une ambiance quand même bien dark. Faut imaginer que la mort, elle était non seulement partout en réalité, mais en plus on en faisait beaucoup de représentations. Et donc c'est à partir de là que la vie et les mœurs évoluant, le thème lui aussi va évoluer et changer. Alors parfois, on va abandonner le petit texte qui est en dessous, parfois on va rajouter des personnages, enlever des personnages, et à un moment donné, la danse macabre, elle va gagner l'intérieur des maisons. C'était le cas d'ailleurs de la demeure d'un certain, attention, Herwig Gorg de Sache. Voilà, Herzig Gord de Tâche. de Sache. Sache. Ouais, en 1534. Ok. Voilà. Mais bon, celui qui va le mieux faire évoluer le thème, c'est un artiste qui s'appelle Hans Oblein le Jeune. Je sais pas si vous connaissez, moi je connaissais pas. Voilà. Non. Bah si, bien Voilà. sûr, Hans Ah, Oblein le Hans Nous, Oblein on jeune. le connaît le Jeune, vieux mais avec Seb, oui. mais le jeune, non. Et donc en 1524, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va créer sa propre danse macabre parce qu'il en a rien à foutre. Et lui, il fait pas ça sur une... il fait pas ça sur une fresque, il fait ça sous la forme de 41 gravures de bois. Et ce qui va permettre du coup que ce soit diffusé sous le nom de Les simulacres et histoires effacées de la mort. Ah, mais je Ah l'avais oui, le vu en fameux cours, ça, il y a ouvrage. Non, mais si, mais alors par contre, Ah ça, ouais. je l'avais vu passer en cours d'histoire de l'art il y a très longtemps. Je l'avais complètement oublié, tu viens de le raviver à ma mémoire, mais oui, d'accord, oui, je vois. Eh bien écoute, avec plaisir. Voilà, c'est toujours bien d'avoir des flashs du passé comme ça. Surtout quand ça parle de mort, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qui est différent entre les gravures sur bois de Hans Oblein le Jeune et nos fresques? Eh ben, en fait, c'est tout d'abord le support. Là, on va plus collectivement dans un endroit pour voir l'œuvre, genre à la messe ou au cimetière. Là, ce qui va être différent, c'est qu'on se retrouve tout seul, chez soi, nez à nez, avec notre bouquin. Donc c'est quand même moins fun, hein, y a pas la même Ouais. ambiance, voilà. Et puis les représentations vont changer aussi. Oblein, lui, il va montrer toujours des couples vivants, morts, mais cette fois, la mort, elle va intervenir directement dans des scènes de la vie quotidienne. Donc c'est pas juste deux personnages sur un fond vide. Là, en fait, la mort frappe dans le quotidien. Donc c'est ça qui est assez intéressant. Elle frappe n'importe qui, mais surtout n'importe quand et n'importe où. Donc Hans, lui, il va vivre à l'époque de la Réformation et des révoltes paysannes. Donc en fait, il déteste les riches, il déteste le clergé. C'est un homme du peuple et je pense que c'est un gros anarcho. Voilà. Et ça se sent dans ses gravures. Il utilise beaucoup la figure du sablier, par exemple, le temps qui passe, etc. Et dans ses dessins, la mort, elle a un rôle de faucheuse, mais parfois aussi, elle peut avoir un rôle d'amie. Elle va aider, accompagner les personnages. Et je pense que c'est ironique, mais elle va aussi avoir un rôle de serviteur. Par exemple, à un moment donné, elle lave les mains du roi avant qu'il passe à table. Je pense Ah. que vu le personnage que ça a l'air d'être, à mon avis, c'est bien ironique. Donc lui, il débute sa danse macabre par des planches de la Genèse, et la mort entre en scène en fait au moment où Adam et Ève sont chassés du paradis, parce qu'à ce moment-là, les hommes sont condamnés à mourir. Et Sympa. donc l'œuvre de Hobline, du coup, vu que c'est sur des gravures, elle va pouvoir être publiée, rééditée, agrémentée à travers le temps. Et moi, j'aime beaucoup, je vais vous l'envoyer. Mais ma gravure préférée, ça reste qu'en en 1544, il y a un mec qui a fait une gravure d'un couple adultère, où la mort frappe en fait le couple adultère. Et en fait, ça a été jugé beaucoup trop trash, et il l'a refait 4 ans plus tard en mode soft, en mode Disney un petit peu. Alors, attends, je Il a peux été l'envoyer. censuré, en fait, quoi, déjà. Mais complètement. Il s'est censuré lui-même, mais du coup, c'est très drôle. Donc vous allez voir, en fait, sur la première image, on voit donc un lit à baldaquin, et dedans, il y a 2 personnes en train d'avoir une relation sexuelle, et la mort, en fait, est penchée sur le couple, et elle pousse le poignard d'un homme qui arrive pour les tuer, en fait, sûrement le mari de la femme adultère. Et sur la deuxième, en fait, c'est juste 2 personnes devant un lit qui se font une petite accolade, et la mort est au-dessus et leur montre un sablier. Voilà. Donc c'est bien moins brutal. Mais oui, du coup, c'est très Disney quand même, hein. C'est très.
La première, il y a quand un tu l'as petit envoyé côté sur Game le of Thrones, et la deuxième, ouais, c'est plus Taram et le chaudron magique, quoi. Ah oui, la vache, oui, c'est clair que, putain, la mort qui est toute gentille avec son sablier, le petit miroir, alors que dans l'autre, Limite, on elle les l'entend bute, quoi. siffloter sur la deuxième, tu sais, genre. Ouais, c'est ça. Pas que ça à foutre, dépêchez-vous. Ah la Voilà. vache. Les deux sont jolis après, hein, franchement. Les 2 sont très belles. J'en profite pour vous envoyer des gravures du cimetière des innocents. C'est quand même classe. Oh. Hop. Waouh. Ah oui, c'est sympa, oui. Ah, c'est vraiment joli hein, quand même. C'est très, très beau. Voilà. Après, faut aimer le Faut aimer macabre, hein. le macabre, quoi. Mais d'ailleurs, ça tombe bien. J'aime beaucoup celles où elles sont vraiment, les différentes morts, elles sont là avec, il y en a une qui a une harpe, l'autre un petit tambourin, Oui, une les 4 cornemuse. musiciens. Ouais, j'aime C'est beaucoup aussi. Et elles ont l'air sympas en fait, elles ont une espèce de sourire, c'est presque accueillant quoi, d'une certaine manière. Mais écoute, je trouve aussi, franchement, je trouve que c'est très, très accueillant et c'est parfait parce que ça amène ma conclusion. Moi, je trouve que cette histoire de danse macabre, ce thème, il est très, très à propos selon moi. Donc, parce que encore une fois, la maladie et le Covid, ça nous a confrontés à la chose la plus importante sûrement, notre C'est vrai. humanité, en fait, face à la mort ou la maladie, personne n'est supérieur, il y a plus de hiérarchie, il y a pas de privilège, même si on tente de s'en convaincre, hein, en se payant des caveaux de bâtards et des cercueils en chaîne massif, tout ce que tu veux. Mais je pense vraiment que c'est une belle piqûre de rappel dont on avait peut-être un peu besoin. Et cette histoire, comme on venait de le dire, en fait, tu disais que la mort, elle avait l'air accueillante et tout ça. Elle nous renvoie à notre attitude face à la mort. Moi, je vous parle d'un temps où, en fait, la mort, elle était partout. Il y avait des dessins de squelettes et de faucheuses partout sur les murs, dans les maisons, etc. On faisait les marchés sur les cimetières. Et aujourd'hui, juste s'afficher avec une tête de mort, ça a tout de suite une connotation hyper macabre. Enfin, voilà, moi, je trouve qu'on a régressé, en fait, vis-à-vis de notre rapport à la mort. Aujourd'hui, elle est très effrayante. On essaye de la fuir, on essaye de faire la vieillesse. Enfin, alors qu'en fait, ces gens-là, ils devaient très certainement, effectivement, lui prendre gentiment le bras et aller danser avec, quoi. Eh oui, c'est peut-être ce qu'il vaut mieux faire d'ailleurs en fait. Mais je trouve que c'est plus sain au final. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que je me souviens, je me permets du coup, vu que tu as fait ta conclusion, que dans mes cours d'histoire de la mort, l'une des conclusions qu'on avait eues, c'était que les sociétés du passé étaient peut-être un peu plus d'accord avec le fait de décéder plutôt que dans notre société où les morts sont souvent cachés, on n'en parle pas, c'est très tabou, etc. Ouais, Et, complètement. et autrefois, c'était un peu, bah voilà, c'est normal quoi en fait. De toute façon, tu peux te faire faucher à n'importe quel moment, donc bon, C'est on ça a qui est perdu un peu intéressant. cette habitude en fait. C'est vraiment cette action dans la vie de tous les jours. Je trouve que c'est pour ça que j'aime bien les travaux de notre cher Hans le Jeune. C'est que la mort, voilà, elle arrive n'importe quand, n'importe où. Et j'aime trop. Ben Voilà. merci Madron du coup pour Et ouais, non, Avec c'est ça, ouais. super intéressant, et c'est vrai que enfin, c'est une thématique qui, pour le coup, est vraiment, ouais, comme tu dis, c'est important en fait de. Alors là, c'était propre à son époque, mais c'est important d'avoir ce genre de réflexion et de vue de la réalité, alors de manière un peu détournée, mais qui aide aussi à, voilà, l'accepter, à la comprendre. Ouais, complètement. Ouais, totalement. Totalement, totalement. Joie. Je vois. Euh, Bah, J'arrive écoute, toujours à trouver l'ambiance. à titre personnel, le jour où c'est mon tour, si je vois la mort se pointer en jouant de la mandoline, franchement, Franchement, ouais, ça me Ah donne grave, envie, j'y quoi. vais, j'y vais. Franchement, je me C'est pose pas de clair. questions. Il vaut mieux que ça se termine comme ça, en vrai, je pense. Bah, du coup, c'est bien, on a parlé de choses joyeuses pour le moment, c'est chouette. L'amour, enfin, pardon, la mort, mais justement, là-dessus, c'est très révélateur parce que pour avoir de la mort, il faut avoir de la vie, et pour avoir de la vie, peut-être qu'il faut avoir de l'amour, finalement, de certaine manière. Tout à fait. Et je me suis dit que ça pourrait être intéressant qu'on parle d'amour. Et il se trouve Ah. que comme je suis quelqu'un qui assume ses fautes, j'assume auprès des auditeurs que, étant malade, je n'ai rien préparé. Donc Google me donne plein d'idées de sujets de débat, et notamment dans certains sur l'amour que je trouve assez intéressant. Et je ne sais lequel choisir. Du coup, je vais en prendre un totalement au hasard. Et je vais donc vous poser cette question suivante. plutôt Eros ou Thanatos? La question que j'aimerais vous poser, c'est aimons-nous les gens à cause de qui ils sont ou en dépit de qui ils sont? À cause de qui ils sont, Ah! de qui ils sont. Voilà, vous avez 2 heures. Et encore, je suis allé dans Amour, hein, il y a toute une section métaphysique que je me garde pour de futurs moments, parce que ça peut aller très loin. Ah, si tu veux qu'on fasse un spécial amour, moi je suis chaud, hein. Ah, bah déjà des teasings, bah écoute, ouais, un spécial Ouais. Amour, ça peut être très cool. Ah, Moi et je franchement, suis, si on fait un spécial amour, je suis chaud aussi ah ouais. Ouais. pour participer. Alors, pas forcément aujourd'hui parce que j'ai rien préparé, mais à l'occasion, Ah ouais. non, mais écoutez, s'il y a un spécial Amour, bah écoutez, les chers auditeurs, un teasing en direct, il y aura un spécial Amour qui va sortir. Ça y est, c'est officiel. On sait pas quand, Et mais il va être fait. nous venons de ruiner, du coup. Non, mais c'est pas grave, on va ton faire autre chose. Si on parle pas d'amour, on va parler de psychologie. On peut parler d'amour aussi, hein, ça change rien, Bon, mais on peut Non, parler mais j'ai un d'amour, on autre, peut faire un.
J'ai un autre sujet qui est bien, du coup, Ah! parce que si on parle d'amour, on parlera d'amour une autre fois, plein de fois, je pense. Le bonheur est-il un objectif final ou simplement un sous-produit d'autre chose? Mmh. Mmh. Hmm, Je suppose que ça dépend de quel point de vue enfin, comment tu abordes, le bonheur. c'est ça. Est-ce que pour toi le bonheur c'est un objectif à atteindre ou est-ce que le bonheur c'est un idéal de vie? C'est-à-dire, est-ce que tu cherches à être heureux ou est-ce que tu es juste heureux et c'est ton quotidien? Enfin, je sais pas. Ça dépend si tu le vois comme un objectif ou comme un c'est pas Comme clair un- ce que tu Alors moi, racontes, j'aurais hein. plutôt tendance à penser que c'est un peu plus un mojo, en fait. Ouais. Ah, bonne joke, j'adore. Que c'est à la fois c'est un objectif, mais à la fois c'est pas quelque chose de fixe parce qu'il y a jamais aucun état, aucun objet, aucune situation qui est perpétuelle déjà d'une et 2 qui apporte un bonheur perpétuel. Et je pense Donc que c'est justement là où tu peux te perdre effectivement, c'est si tu vois le bonheur comme un objectif, je pense que c'est justement comme ça que tu te perds et que tu n'arrives pas à l'atteindre parce qu'en fait tu te dis: et oui. «Mais j'y suis pas, j'y suis pas, j'y suis pas, j'y suis pas» et problème. Et c'est Alors que ça, et j'ai tendance à penser qu'en fait, chercher le bonheur, c'est pas forcément, ce qui est le enfin, au sens où on l'entend habituellement, c'est-à-dire une situation stable, précise, où on se dit: «Ah, si j'atteins ça, je serai heureux», et au mmh, final, c'est le meilleur moyen de ne jamais y être. c'est ça. Alors que, voir le bonheur comme quelque chose de mouvant, c'est-à-dire que, bah, selon notre âge, selon, qui on fréquente, selon la situation, il y a diverses choses, qui nous apportent, de la joie et du contentement et de la paix, spirituelle, et donc, à titre personnel, j'aurais tendance à penser que le bonheur, c'est plutôt, en fait, ce rééquilibrage, constant, au sein de notre vie, et voilà, et en gros, viser une joie, toute simple de, bah, s'il y a un truc qui va pas, je le règle, et si tout va bien, bah, c'est cool, tout va bien. C'est ce qui se rapprocherait peut-être le plus du bonheur. Et toi Marc, tu dis quoi? Moi, ce que j'en dis, c'est que c'est vrai que le bonheur, c'est quelque chose de très changeant, en fait. C'est-à-dire que tu peux pas. Honnêtement, je pense que le bonheur, c'est un objectif. C'est-à-dire que c'est ce qui nous maintient, je pense, en vie, c'est qu'on a envie d'être heureux parce que quand on est heureux, on est bien. Mais le fait est qu'une fois que t'es bien, bah, tu vas avoir d'autres envies qui vont te redonner dans cet état-là. En fait, c'est quelque chose d'éphémère qu'on essaye constamment d'attraper par divers moyens, mais que quoi qu'il arrive, on essaye d'attraper parce que donc en un sens, c'est un objectif final, mais qui est en réalité inatteignable parce que une fois qu'on l'a, on en veut un autre en fait, un autre type de bonheur, on veut autre chose. Et le fait est que c'est pas bien grave de ça, faut juste en avoir conscience. Ah oui, mais totalement. Et c'est juste ça. Moi, je sais que j'ai envie d'être heureux, j'ai envie d'avoir du bonheur dans ma vie, mais je sais aussi que je me connais et qu'il y a des moments où même si je suis heureux par telle ou telle chose, bah d'autres choses me feront que bah je suis pas totalement dans un bonheur ultime, mais du coup, je pourrais l'atteindre par d'autres côtés et trouver des astuces, etc. En fait, c'est un peu comme presque un peu comme une drogue, quoi. C'est quand t'es heureux, quand t'es dans un bonheur parfait, t'es en mode sur un nuage, quoi. Mais Ça, comme c'est à cause n'importe de la quelle drogue, dopamine. tu tombes en Et oui, fait. aussi. Faut le reprendre. Tu disais quoi, maintenant, pardon? Je dis: «C'est à cause de la dopamine». Oui, bah là, c'est totalement la dopamine, ouais, c'est ça. Je me souvenais plus quelle molécule c'était, mais oui, c'est la dopamine, ouais, totalement. Ouais. Et bah, alors justement, puisqu'on est un petit peu dans des questions, philosophiques, et vous connaissez un petit peu mon amour de la discipline, Tout à fait. ça me rappelle un peu, Camus, Albert Ah, Camus, avec son célèbre, mythe, de Sisyphe, et justement Camus dans son mythe dans sa réinterprétation du mythe du Sisyphe, c'est un petit peu aussi sa posture. Alors on peut l'interpréter d'autres manières, hein, je veux dire Camus, c'est un auteur qui a une pensée extrêmement profonde et très subtile, mais c'est une des manières d'appréhender le mythe de Sisyphe. C'est, donc vous connaissez tous, hein, le mythe de Sisyphe, c'est Sisyphe qui a trompé la mort et s'est joué des dieux, et lorsque les dieux, ils finissent enfin par le choper, ils lui disent: «Dis donc, toi, tu t'es bien foutu de nous, maintenant tu vas voir ce que tu vas voir», et donc il se retrouve enfermé dans le Tartare, sur une colline, et il doit, pousser, de manière perpétuelle un rocher jusqu'au ouais, sommet de la colline, sauf qu'à chaque fois qu'il atteint le sommet et qu'il est tout content de lui, et ben, le rocher retombe et il est condamné à tout recommencer. ouais. Sisyphe qui en plus ne peut pas choisir d'abandonner puisque les dieux lui interdisent de renoncer. C'est-à-dire qu'il ne peut pas choisir de mourir pour mettre fin à son supplice. Il doit perpétuellement pousser ce rocher sans avoir d'autres possibilités, pas même celle de la mort. Bref, et alors c'est un tableau qui pourrait paraître un peu horrible en se disant putain le mec non seulement il est supplicié, doit faire un truc absurde qui l'épuise, mais en plus il n'a pas le choix, il doit le faire pour l'éternité. Et en fait Sisyphe nous dit mais non, imaginez 30 secondes que Sisyphe, dans son ultime défi aux dieux, décide non pas de prendre ça comme un supplice, mais au contraire d'y prendre du plaisir. À tel point de concentrer sur quelle manière de pousser son rocher, de le connaître, de le comprendre, que finalement Sisyphe est heureux de pousser son rocher. Et Mmh. donc pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Eh bien parce que en fait, notre recherche perpétuelle du bonheur
Et ben Sisyphe, non, pardon, Camus, en fait, la rapproche aussi un petit peu du supplice de Sisyphe. C'est-à-dire que, ben, en fait, Sisyphe trouve son bonheur non pas dans l'objectif final, puisque son rocher retombe systématiquement, comme nous, bah, ce qui nous met de la joie, au bout d'un moment, ça disparaît, mais au contraire, avec la possibilité qu'il a, bah, de toujours avoir à pousser son rocher et de toujours, en fait, renouveler son Tout à processus fait, ouais. de bonheur et voilà. Et en fait, de toujours maintenir le mouvement qui le mène au bonheur. Et quand le rocher retombe, bah, c'est pas grave, il redescend en sifflotant la colline et hop, il recommence. That's deep, man. Ouais, c'est une belle, manière de voir les Ah choses ouais. qui me rappelle aussi cet adage qui dit: «Ce n'est pas la destination qui compte, mais le chemin Mais oui. parcouru». Bah, exactement, exactement. Et donc voilà, et donc c'est à titre personnel, c'est quelque chose, quand je suis en train de faire quelque chose qui me fait chier, à 100 sous de l'heure, je repense au mythe de Sisyphe en me disant que, bah, c'est un peu le rocher que je pousse, mais que c'est pas grave parce qu'au final, bah, je serai content. Et puis, par la suite, j'aurai d'autres, rochers certainement, plus légers, plus agréables à pousser et voilà. C'est une très belle philosophie, je trouve et Ouais, je suis assez ouais, d'accord aussi, ouais. Parce qu'en fait, ça je permet penserai à ça maintenant. en fait, ça permet de garder une forme de positivisme, en fait. C'est-à-dire que tu as beau Mmh. avoir ton rocher qui est en bas, bah, tu vas le remonter et puis c'est bon, quoi, tu Et c'est ça. parcourras un bon moment avec et après il Tu vas redescendra de repasser l'autre voilà, côté, c'est tu vas repasser devant cet arbre que tu aimais bien c'est Et ça, ouais, tout à fait, ouais. mais c'est à la fois un positivisme, mais à la fois, c'est pas un embellissement des choses parce que pousser son rocher, Non, ça bien veut sûr. dire aussi ce que ça veut dire. C'est-à-dire que tu le pousses physiquement ton Oui, rocher. bien sûr, ouais. Voilà, C'est dur, tu ne quoi. peux pas tu ne peux pas le nier. Mais c'est un peu une acceptation de la vie en elle-même. C'est-à-dire que, bah, ouais, la vie, c'est dur, des fois, c'est chiant, des fois, tu en as ras le bol, mais bon, bah, ça vaut quand même le coup parce que, bah, il y a des très belles choses, à faire, sur le parcours entre le bas de la colline et le sommet. Ouais. Putain, bah, ouais. Pardon, j'ai monopolisé la Il parole, t'a non, il excusez-moi. t'a démonté ta question là, ton Putain, débat il est ouais, grave, fini. tu totalement, franchement bien joué, hein, Grave. bravo à Camus et à toi Sébastien parce que Ouais. c'est non, Ah franchement, bah, c'est c'est clair que c'est Non, c'est surtout Camus, hein. Moi, je me suis contenté de le lire. D'ailleurs, allez lire Camus, chers oui, mais auditeurs, tu si vous ne le as faites pas. Son mythe de Sisyphe, son roman L'étranger et ses autres écrits sont hyper intéressants et pas du tout, déprimants comparé à ce qu'on pourrait croire. Bien au contraire, Camus, c'était quelqu'un qui adorait la vie. Oui et puis alors parlons-en, hein. Regardez, on vient de parler de mort, la mort c'est pas forcément quelque chose de triste et de non, terrible. Camus, n'est pas forcément dépressif, tout est qu'une question de point de vue. On peut choisir tout de se à fait. débarrasser de ces préjugés, sur les choses qui ont l'air a priori négatives parce que voilà, c'est la société qui nous dit ça, en fait. Voilà. Je suis désolée, hein, mon cerveau marche plus du tout, j'ai travaillé toute la journée. Non, mais Non, non, t'inquiète, non, mais pas de problème. c'est le moment où je vous attaque du coup de la manière suivante. Vous considérez que vous êtes plutôt optimiste ou pessimiste du coup tous les 2? Mmh. Oh, Et si vous êtes l'un ou l'autre ou nul ou ni l'un ni l'autre, pourquoi? Ouais, bah, j'enchaîne, uppercut là. Je pense que c'est par ah non, phase me concernant. Je pense que je vais Ouais, avoir des phases d'optimisme. Typiquement, bah, là, j'ai plus de travail en février, bah, je me dis: «Bon, bah, en même temps, j'ai toujours retrouvé du travail, pourquoi, je vais pas me foutre la rate au courbouillon?» Bah, je verrai ce qui se ouais, passe à ce moment-là, je retrouverai du travail parce que c'est ça la vie, c'est plein d'opportunités, tu vois? c'est Et en même vrai. temps, je peux avoir des phases de pessimisme où je me dis, «Putain, mais je suis vraiment qu'une conne, ma vie, c'est que de la merde et tout ce que je fais, c'est nul et j'arriverai jamais à rien» et bah, voilà, c'est vraiment par phase me concernant. Je dirais pas que je suis réaliste parce que dans mon cerveau, c'est un peu l'utopie tout le temps, mais ouais, je sais pas, ça dépend, ça dépend. OK. Et toi Seb? bah, écoute, c'est un peu pareil que Manon, en fait, et que beaucoup de gens, je pense, c'est pareil, c'est par phase. C'est-à-dire qu'il y a des phases où, bah, les choses vont bien, où c'est pas l'euphorie totale, hein, mais où je veux dire les choses sont bien, les choses me vont. Et puis forcément, bah, il y a des phases où, j'ai envie de dire merde à peu près tout le monde et à peu près tout parce que, ben, voilà. Mais, c'est ni de l'optimisme pur, ni du pessimisme pur, même si je suis quelqu'un qui est plutôt optimiste dans la vie, en mode où, bah, voilà, il y a toujours, on peut toujours s'arranger, on peut toujours trouver le moyen de, c'est pas grave et puis voilà et puis voilà. Ouais, bah, je Mais suis, sinon, ouais, comme Manon, quoi, c'est-à-dire qu'il y a des jours avec et des jours sans et en même temps, je pense que c'est important de l'accepter aussi ça. tout Que à fait, des ouais. Oli jours, bah, on en a ras-le-bol et qu'au contraire, c'est en acceptant que des fois on est ras-le-bol que ça passe et puis, bah, finalement, on se rend compte que c'était pas si terrible et puis voilà. Oui, Et c'est que on c'est essayer pas un a d'avoir problème, au une, contraire, si on tombe dans un excès ou dans l'autre, parce que si on est tout le temps pessimiste, bah, on déprime. ouais. Et si on est tout le temps optimiste, et ben, et qu'on se force à vouloir être optimiste, le problème, c'est que le jour où c'est la merde et qu'on peut plus faire autrement que de la voir, et ben, on tombe de très très haut. Ouais, c'est clair. soyons Mais parce que nihilistes. je pense que tout le monde en fait est à la fois les 2 optimiste et pessimiste.
Mais l'important, en mon sens, c'est que faut d'une part, comme vous l'avez dit, en avoir conscience, mais surtout essayer de garder, je pense, un maximum de bienveillance envers soi-même et s'autoriser justement à être pessimiste. C'est-à-dire quand on va pas bien, quand on est un peu genre, ouais, on a envie envoyer chier tout le monde, pas se dire après, putain, je suis une grosse merde, j'envoie chier tout le monde. Essayer de se Ouais. dire, c'est normal, je suis dans un moment où ça va pas bien, donc au pire, je m'excuserai après et basta quoi. On a le droit à avoir des moments où ça va pas et c'est être bienveillant envers soi-même que d'accepter ça et de s'autoriser à être ça aussi. Et de pas être toujours à son maximum de ouh, la vie elle est trop cool tout le temps, quoi. Parce que c'est pas vrai. C'est se mentir, comme tu l'as dit effectivement, Sébastien, à soi-même et du coup tomber d'encore plus haut après derrière. Parce que la vie te met toujours une petite taloche dans la gueule quand elle en a envie, quoi. Oui, puis c'est pas comme on le disait, enfin, c'est pas sain non plus c'est une forme de déni, quoi. Enfin, Ouais, tout à fait, ouais. enfin, c'est grave, je trouve, de pas vouloir prendre conscience qu'en fait, bah, il y a des moments où c'est nul et c'est OK. C'est OK que ce soit naze et c'est OK. Mais, comme tu disais, Marc, enfin, je trouve qu'effectivement, c'est super important de se dire: «Bah, là, en fait, je suis pas bien et j'ai le droit de pas être bien et j'ai le droit d'avoir des réactions de merde et j'ai le droit d'envoyer chez quelqu'un, même s'il l'a pas forcément mérité», tu vois? Et en fait, c'est comme ça et si les gens c'est tes amis, ben, ils comprendront quand tu reviendras t'excuser et expliquer pourquoi tu étais pas bien et en fait, enfin, C'est voilà ça, ouais. et moi je suis beaucoup dans pas dans l'introspection à ce sujet-là, mais enfin, ces dernières années, de plus en plus, je me dis: «Bah, en fait, si ça c'est toxique, ça me va pas et je le fais pas et si j'ai envie de dire ça, je le dis et je vais pas, cacher une émotion, parce que j'ai peur de vexer quelqu'un ou un truc comme ça». Enfin, j'essaie vraiment d'apprendre à respecter, mes émotions, quoi et Ouais, si à être honnête voilà. avec ses propres émotions. Voilà, c'est ça et Et souvent on te dit: «Non, mais c'est bon, attends d'être calmé, tu diras après». En fait, non, là, je suis en colère maintenant et ça m'a rendu triste et j'ai envie de le dire maintenant et je vais le faire, en fait, tu vois? Et c'est ouais. pas grave, en fait, parce qu'après on en reparlera à tête reposée et ce sera réglé, mais au moins j'aurai exprimé mes sentiments. Et puis ça aurait été mieux pour les autres aussi, parce que du coup, Oui. à force de mentir entre guillemets sur ses émotions, tu joues un personnage et puis au bout d'un moment, ça explose d'une manière encore pire que si ça avait été fait petit à petit, en fait, je pense. Oui, ou simplement tu aucune attention. Enfin, moi, je sais que c'est un problème que je rencontre souvent. C'est que quand on me demande comment ça va, j'ai tendance à dire: «Ah ouais, ça va et toi?» Tu vois? Enfin, genre, en fait, je parle pas vraiment de mes problèmes et de ce qui va pas et le Ouais. problème, c'est que du coup, ben, des fois, j'en veux à mes amis de pas, prendre mes sentiments en considération ou de pas s'inquiéter pour moi ou de pas faire des attentions pour moi alors que je De vais pas mal. aller plus en profondeur, quoi. Mais en même temps, je me dis: «Mais tu peux pas demander aux gens de s'inquiéter pour toi et de faire attention à toi si tu leur dis pas que tu vas pas bien», tu vois? Ouais, Et c'est du coup, clair. bah, c'est nul Ah bah parce que oui, du coup, oui, carrément, oui. voilà, Tout à fait. tu en veux aux gens, de pas faire attention à toi alors qu'en fait, bah, tu es pas honnête avec eux et ils peuvent pas savoir que tu vas pas bien, quoi. Et ils ont pas la science infuse, ils sont pas censés deviner, ton état mental, Ah quoi. non, personne ne peut Donc le lire voilà. dans l'esprit de Et personne, c'est clair. bah oui, puis c'est un peu enfin, on reproche ça aux autres, mais parce qu'il y a aussi, enfin, moi je le prends comme ça, peut-être aussi parce qu'on n'est pas, dans ces moments-là, on n'est pas forcément honnête avec soi-même. Et du coup, on attend peut-être que les autres voient que ça aille pas, parce que nous, on veut pas avoir l'honnêteté et parfois je sais pas, l'anxiété, la peur, de voir que ça va pas. Oui, non, mais complètement, oui, bah, encore une fois, on y revient et c'est une forme de déni. Je pense que ça peut jouer aussi, je pense à ça parce que j'ai bossé dessus récemment, sur notre modèle d'attachement. Je sais pas si vous connaissez la théorie de l'attachement? Deux noms seulement. C'est une théorie en psycho qui a été développée dans les années 50 par un mec qui s'appelle John Bowlby et en gros, pour vous faire court, la théorie de l'attachement, c'est, un enfant quand il pleure, un bébé quand il pleure, en fait, il pleure pas forcément parce qu'il a faim ou qu'il est fatigué, il pleure parce que parfois il est séparé de sa figure d'attachement. Typiquement sa mère ou sa nourrice, ou son père, enfin la personne qui va répondre à ses besoins primaires, en fait et qui va être, là pour lui, pour le rassurer et cetera et du coup, bah, en fait, il y a plusieurs types d'attachements qui ont été développés par John Bowlby et d'autres personnes qui ont repris ses travaux, donc Mary Main, Mary Ainsworth et du coup, il y a donc 4 types d'attachements. Le premier c'est l'attachement sécure. Pour reprendre toujours le même scénario, on imagine un gamin, il tombe, il se fait mal, il pleure. Bah, si le parent arrive, le rassure, le relève, lui fait un bisou magique, il va avoir un type d'attachement sécure. C'est-à-dire que le parent a répondu à ses attentes, donc il va pouvoir continuer d'évoluer normalement. Un deuxième type d'attachement, celui auquel je pense, qui est, anxieux ambivalent et à ce moment-là, c'est, bah, pareil, le gamin, il court, il tombe, il pleure et ben, la figure d'attachement va pas aller voir l'enfant, va le laisser pleurer, mais reviendra plus tard quand l'enfant a fini de pleurer pour lui faire un bisou. Donc l'enfant, il se dit: «OK, bah, en fait, quand je chiale, il y a personne qui répond, donc je vais apprendre à cacher mes émotions parce que si je veux de l'attention, il faut pas que je montre mes émotions». Ah ouais! Voilà, donc ça, c'est un type d'attachement. Pour la petite info, l'attachement se fait dans les 2 premières années de la vie. Donc c'est-à-dire que, bah, quand on laisse pleurer notre môme, «Oh mais t'inquiète, il se fait les poumons», bah, potentiellement, on crée des troubles de l'attachement. La vache! Ah Voilà. oui, quand même!
Non, mais OK. c'est beaucoup plus complexe que ça, bien sûr. Mais Oui, voilà parce que j'étais en train de me dire que c'est pareil, c'est comme tout, c'est par palier, tu as le fonctionnement normal de l'être humain qui a des attachements, mais genre ça va et puis tu as la personne chez qui ça te crée des troubles pas possibles, mais mais après il y a un seul modèle d'attachement qui est vraiment à risque, c'est le dernier modèle, c'est, désorganisé et en gros là, faut imaginer, bah, la famille de psychopathes quoi. Genre le gamin il pleure et ben, sa mère arrive, lui met une torgnole, puis après elle lui donne une glace et puis après elle le met au coin et il continue de Oui, pleurer donc tu vois? Enfin c'est voilà. absurde à chaque fois et du coup, tu Voilà. sais plus sur quel pied C'est danser, quoi, ça, ouais. l'enfant il sait plus quoi faire et c'est là que ça devient dangereux pour ton développement. Mais sinon, en fait, c'est pas dangereux pour ton développement. Faut savoir que 60 de la population a un attachement sécure, donc ça va en vrai. C'est juste que, bah, voilà, il peut y avoir différents types d'attachements. Moi, je pense que typiquement, je sais pas si c'est un lien avec mon enfance parce que je me rappelle pas des 2 premières années de ma vie, enfin voilà. Mais, Personne. je pense que j'ai pu développer un modèle, anxieux ambivalent où en fait j'ai appris à cacher mes émotions parce que, j'avais pas l'attention que je voulais quand je les montrais ou, j'avais pas la réaction espérée en fait. Ouais. Et en fait, ton modèle d'attachement, il va te suivre toute ta vie et donc ça alors bien sûr, rien n'est immuable, on peut bien sûr s'en débarrasser, bien sûr changer en cours de route de modèle d'attachement, mais ça va influencer sur toutes tes relations avec les autres, en fait. Enfin, tu vas chercher dans tes relations ce modèle-là et ça peut être parfois assez dur de s'en débarrasser, quoi. Oui et puis c'est un peu le serpent qui se mord la queue parce que si tu comme ça au début, vu que tu as entraîné des relations qui seront comme ça, tu vas entretenir un petit peu cette chose-là et puis en fait, il faut réussir à détruire le pattern pour pouvoir changer réellement de démarche, psychologique, quoi et C'est ça, ça, c'est trouver, très la difficile à faire, en fait. personne qui va voilà. Je pense que c'est une question de sur qui tu tombes, en fait. Je pense qu'à un moment donné, Ouais, il c'est faut ça. tomber sur la bonne personne qui va, changer ton modèle d'attachement, être là pour toi et répondre à tes attentes et te faire comprendre, en fait, qu'il y a d'autres moyens de réagir et de communiquer verbalement et non verbalement, quoi. Tout à fait, ouais. Et donc voilà, pour en revenir, bah, des fois, on dit pas les trucs et ça peut être pour ça aussi. Et c'est marrant que tu et dis il ça parce que faudrait les dire. parce que j'ai hésité avec une autre question qui disait, «Quand quelqu'un nous demande comment nous allons, nous répondons bien alors que nous ne sommes pas vraiment bien, pourquoi?» et au final, tu as bien répondu à ça alors que j'avais même pas enchaîné sur cette question-ci. Donc bien joué, ça a découlé, naturellement, finalement. Oui, puis alors moi, souvent aussi, c'est parce que j'ai juste pas envie de discuter, hein. «Oui, oui, bien, ça va, merci, au revoir». Oui, c'est vrai qu'en vrai, c'est souvent, Oui, non avec les gens que mais tu connais pas bien, tu dis: «Oui, ça va», en fait, parce que tu as pas envie de raconter ta vie et tu as pas envie que l'autre personne raconte sa vie non plus. C'est un Et souvent la personne en a bah rien à foutre, hein, Mais oui, mais c'est ça, rien. parce qu'en fait, ou mutuellement, ça. vous en avez rien à foutre l'un de l'autre, quoi, en fait. C'est avec les gens qu'on connaît Bah, pas, genre un collègue de boulot, que lointain, ou quelqu'un d'autre, il dit oui, ça va. C'est limite, non, bah, puis il y a aussi ce côté que les gens, de qui on n'est pas proche, alors soit c'est le j'ai pas envie de leur parler, ce qui s'entend tout à fait, hein, oui, ou soit c'est le même résultat, mais c'est: «Oh, non, mais je vais pas embêter les gens avec mes problèmes, ils en ont aussi», ça peut être aussi cette manière-là de voir les choses, tout à même fait, si ouais. le résultat est le même. Tout à fait, ouais. Mais Et ça, on le ben, fait aussi avec ses amis. On n'a pas envie de les oui, embêter, alors qu'en fait, si vraiment c'est nos amis, bah, de temps en temps, il faut s'autoriser à les embêter. c'est clair, c'est Alors clair, pas mais tout le temps non plus, hein, on se non, faut calme. pas non plus faire le garçon qui crie au loup parce que sinon après, plus rien n'est réellement important aussi, quoi. Donc faut savoir doser, c'est aussi ça un peu l'intelligence sociale et puis savoir quand l'autre est aussi en état de recevoir ce que tu as à lui demander aussi. C'est-à-dire que si tu vois que tu quelqu'un qui est dans un état dégueulasse, tu vas pas aller lui raconter tes problèmes C'est il clair. y avait des problèmes chez le boulanger, quoi, tu vois? C'est toujours essayer de de doser quand même avec une certaine, intelligence, quelles informations à donner et quand, quoi. Donc mine de rien, c'est vrai que ça demande Un travail c'est d'empathie. un travail d'empathie, voilà, c'est ça exactement, Mmh. ouais, tout à fait. Mais ouais, mais du coup, à faire aussi bien avec soi qu'avec ses potes, qu'avec tout Bien ça, enfin sûr, voilà. Ouais, qu'avec n'importe complètement. quel être humain, en fait, finalement. Mmh. C'est Mais beau. non, pour en revenir à la Et question de base, bah, c'est voilà, c'est selon, les uns les autres, l'optimisme, le pessimisme, on ouais. est toujours un peu l'un, un peu l'autre et rarement que l'un ou que l'autre et toujours un peu les 2 et aucun à la fois et c'est ça les relations et les émotions humaines et voilà. Et c'est ça aussi peut-être le mot de la fin de ce débat, parce que je trouve ça très beau ce que tu nous racontes, Sébastien, et que à moins que vous ayez envie de rajouter quelque chose, en vrai, je ne sais Non, pas. c'est très bien pour moi. Et du coup, Sébastien, puisque tu nous enjaillis de belles paroles et de philosophes, comme à chaque fois, il me semble que tu dois nous parler d'un livre que tu lis, n'est-ce pas? Oui et oui, alors effectivement, moi je voulais donc aujourd'hui faire, une fois n'est pas coutume, un petit conseil de lecture. Alors c'est tout simple, hein, c'est vraiment, ça va aller très vite. Alors, comme vous le savez, je suis donc, c'est plus un secret maintenant, hein, pour vous comme pour nos chers auditeurs, je suis un grand amateur de philosophie, même si bon voilà, je suis encore, peu érudit sur la question.
et aussi un gros fan de Kaamelott, comme vous avez pu l'entendre sur l'épisode qu'on avait enregistré il y a pas longtemps. C'est vrai, celui avec Cécile, le tout de rien, Oui, cet été. 25, je crois. Bon, le lien sera dans la description. Ouais, quelque chose comme ça. Bref, et donc ma petite amie Charlotte, il y a quelques semaines de cela, oui, il y a même un bon presque 2 mois de ça en fait, m'a offert un tout petit bouquin écrit par un certain Gwendal Fossois. Donc Gwendal, Gwendal, Fossois, Fossois. Et donc ce cher Gwendal, il a écrit un petit bouquin d'environ 140 pages qui s'appelle La philosophie selon Kaamelott. Et alors ce bouquin, il est super puisque en fait ça raconte, en gros c'est un jeune, philosophe je pense, du moins passionné de philosophie et fan de Kaamelott, hein, comme moi, qui, revient en fait sur les différents éléments, personnages et thématiques, mis en avant dans la série d'Alexandre Astier et qui fait des comparaisons avec la philosophie classique, avec, le mythe, arthurien, plutôt, médiéval et cetera. Donc, bah, c'est pareil, ça, il parle de Camus, de Blaise Pascal, de Bergson, de Schopenhauer, de Nietzsche. Enfin, voilà, il y a plein de références philosophiques. Donc, pour ceux qui aiment Kaamelott et qui, voilà, voudraient avoir quelques bases en philo, pour commencer, mettons, parce qu'ils sont un peu curieux, je vous conseille ce bouquin qui est vachement sympa, assez drôle, facile à lire et voilà. OK, D'accord. cool. Ah oui, c'est vraiment un petit conseil littéraire rapide. Bah, merci beaucoup, Seb. Du coup, Bah, ça donne envie de carrément. poser Ah, plein et c'est aux éditions de L'Opportun. OK. de Et l'eau pour. d'ailleurs, c'est très drôle parce que sur la couverture du livre, c'est marqué guide non officiel et juste en dessous, les éditions de L'Opportun. Donc je trouve ça juste parfait. De l'opportun. D'accord. Et du coup, ça parle de philosophie selon Kaamelott. Ok, très bien. Voilà, c'est en gros dans Kaamelott, quand on regarde la série Kaamelott, et qu'on creuse un petit peu au-delà de la série humoristique, très sympa, et bah, qu'est-ce qu'on peut trouver comme référence, philosophique, comme thème philosophique, qui ont été développés par de grands philosophes, à travers l'histoire. D'accord. C'est intéressant. Il y a le même alors moi je suis fan inconditionnelle de Buffy contre les vampires pour ceux qui ne savent pas. Oh, Voilà et du coup, il y a le même délire mais avec la psycho. En fait, alors je sais pas s'il y a un bouquin, mais je sais que c'est beaucoup étudié en psycho, comme série. Parce que tu retrouves un petit peu tous les toutes les relations que tu peux avoir, dans ta vie, avec des gens que tu peux rencontrer, tout ça. Ça me fait penser à ça du coup. C'est vrai que, Le ben, syndrome de parfois on Stockholm, on peut regarder un divertissement parfois et en fait, il y a des choses qui vont bien plus loin que ça et qui nous influencent, et qui nous renvoient à des notions de psychologie, de philosophie, ethnologie. Super intéressant. Ah bah, ça a l'air, ouais. Alors je suis pas forcément grand fan grand fan, je suis pas un aficionados de Buffy, on va dire, mais ouais, de voir les choses sous cet angle-là, ouais, ça peut être très cool. bah, surtout que Buffy, t'as quand même beaucoup de choses qui sont abordées dans cette série qui sont assez incroyables hein, sur plein de thématiques différentes. Moi, je l'ai vu quand j'étais adulte et du coup, j'étais surpris de voir qu'on pouvait aborder autant de choses dans une série d'adolescents des années 90, quoi. Peut-être même Et puis plus que dans surtout, certaines séries de nos jours, quoi. oui complètement et si tu le remets dans son contexte en plus, bah, tu vois que ça a enfin, c'est des sujets dont on parle beaucoup aujourd'hui, mais qui du coup ont été abordés déjà, fin des années 90, c'était un peu «précurseur» entre guillemets sur certains Ouais, c'est sujets. clair, ouais. Bah, Puis c'est bon le justement alors je m'avance peut-être un peu, mais c'est peut-être justement grâce à ce genre de divertissement qu'il y a peut-être des jeunes, qui aujourd'hui, parlent de ces sujets-là, en fait, qui ont été, bon, ma phrase a pas trop de sens, mais en gros dire que, bah, les ceux qui ont regardé ça étant, grands enfants ou très jeunes ados et ben, ça leur a permis, une fois devenus adultes, d'aborder, de s'intéresser à ces thématiques, et d'en Ah, parler, peut-être qu'il y a une forme de libération via ce genre de série qu'on a eu dans les années 90 et qui a voilà, permis je dis pas potentiellement que c'est à grâce d'autres. à je dis Non, pas que pas c'est forcément, grâce mais bon, à dans un ensemble, certaines. Alors moi, j'avais pas la télé quand j'étais gamin, mais je vois qu'il y a beaucoup quand même de thématiques qui ont été abordées dans les années 90 qui, comme le dit Manon, effectivement, sont précurseurs de choses qui se passent aujourd'hui à l'heure actuelle. Mais quand on regarde aussi les acteurs de tout ce qui se passe aujourd'hui, ce sont des gens un peu de cette génération-là. Donc effectivement, peut-être que la pop culture a joué un rôle assez important dans le développement de ce genre de questionnement. toute façon, ou du enfin, moins, ouais, a pu aider, a pu être une base pour certaines personnes. Après, il y a pas que Buffy, il y a d'autres choses, il y a d'autres Non, bien manières bien sûr. sûr. d'aborder le sujet, mais voilà, ça peut-être que ça a participé, assez activement à ça quoi, à libérer ces questions-là et à les mettre sur le tapis aujourd'hui, quoi. De toute façon, c'est clair, hein, on est hyper influencé par les séries en général, par, Hollywood en général. Hollywood Ouais, décide tout de à fait, nos ouais. modes,
de nos modes de vie. Hollywood décide nos stéréotypes de genre. Enfin, c'est assez énorme. Pour paraphraser Bruno Dumont, donc, qui est un réalisateur français peu connu malheureusement, ce qu'on regarde est sacré. C'est-à-dire que ce qu'on regarde, ce qu'on ingère comme information, divertissement, etc., ça a une importance cruciale. Ouais, tout à fait. Ouais. Et ça joue sur nos biais cognitifs. J'en parle parce que je travaille sur la nouvelle expo qui va ouvrir en décembre, là où je bosse, au Quai des Savoirs à Toulouse. Ça Oh, s'appellera donc Esprit critique. Et du coup, on bosse là-dessus. Donc, l'esprit critique, comment faire bosser notre esprit critique, comment éviter les biais cognitifs, c'est-à-dire un petit peu tous ces pièges que nous tend notre cerveau pour prendre des raccourcis, enfin voilà, bien sûr, ouais. j'en parlerai dans une autre chronique parce que c'est passionnant comme sujet, c'est assez compliqué, mais c'est vraiment très intéressant de voir comment fonctionne notre cerveau et surtout comment, ben, les médias, Hollywood et tout ce que tu veux, va se servir de ces biais cognitifs, de ces raccourcis mentaux pour nous influencer, en fait. Ouais, nous modeler, en fait, finalement. Ouais. Et puis enfin, je sais plus avec qui j'en parlais récemment, mais typiquement, je trouve que Netflix, c'est une arme incroyable. Enfin, Netflix, Ah oui, oui, oui. c'est incroyable, ça touche tellement de gens et c'est tellement important du coup qu'il y ait des séries et des documentaires et des films, bienveillants en fait et qui t'ouvrent l'esprit sur ce genre de plateforme parce que putain, mais tu peux tellement toucher plus de gens avec une série Netflix qu'en étant président, tu vois? Enfin, c'est Ouais, ouf, c'est clair. c'est ouf. Mais ce qui paradoxalement, je vais jeter un pavé dans la mare pour vous éclabousser, mais c'est vrai que les séries développent beaucoup ça, et à l'inverse, je trouve que de plus en plus l'industrie du cinéma hollywoodienne, à l'inverse, elle préfère rester dans une sorte de flou, je Ouais, je trouve. pense que Hollywood est bloqué dans Ouais, un schéma un peu de la fin des années 80, tu sais, un peu, macho, explosion et ouais, et musique qu'ose trop pas fort, aller plus loin, tu vois. Enfin, ouais. c'est tout de suite un scandale quand t'as deux homosexuels qui se font un bisou dans un Mmh. arrière-plan. On peut plus montrer de sang non plus. En fait, t'as vraiment ce côté où t'as l'impression qu'ils sont bloqués dans une espèce d'espace-temps où on peut pas montrer de sexe, on peut pas montrer de bisous, on peut pas montrer de sang, on peut rien montrer du tout. Juste des gens qui font des trucs et c'est toujours plus ou moins le même scénario, toujours plus ou moins la même manière de faire les choses, à quelques exceptions, hein, bien évidemment, hein, tout à fait. Mais là, je pense surtout à tous les produits marketés qu'on a de la part des grandes licences et des grandes majors du cinéma telles que Warner ou Disney ou etc. Où au final, on a toujours plus ou moins le même contenu, un contenu qui est lisse, comme s'ils avaient peur d'une certaine manière de déplaire à des gens. Mais du coup, ils plaisent à personne. Ouais. Oui, Mais ils plaisent aussi à tout le monde. parce qu'il y a le côté commercial. Bah c'est ça, Eux, ouais. derrière, leur objectif, c'est de vendre le film, c'est pas de délivrer un message quel qu'il soit. Tout à fait, ouais. Alors, on pourra en débattre pendant des heures, mais pour moi, Hollywood et d'une certaine manière, certaines productions Netflix, alors pas toutes, hein, mais certaines productions Netflix, c'est un peu la même chose. C'est on vend un produit, on fait pas de l'art, on délivre pas un message qui va être là pour heurter, pour dire quelque chose, mais en fait, voilà, on vend un produit aseptisé. Je suis assez d'accord avec toi là-dessus. Moi, c'est ça, c'est très C'est clair. aseptisé pour avoir le plus de clients possible, en fait. Ah oui, oui, c'est complètement ça de toute façon, enfin, Ce qu'on n'avait pas, je trouve, dans les années 80-90, alors à moins qu'on ait aussi un spectre déformé du fait de ce qui nous est resté dans le temps, potentiellement. oui. Donc ça se trouve peut-être que dans 20 ans, on regardera les années 2010 en se disant, ouais, il reste que les chefs-d'œuvre, en Et fait. non, mais Euh, et puis on a tous, toutes les générations, le syndrome du «c'était mieux avant», hein, aussi, donc faut quand même s'en méfier. On parlait de biais cognitifs en voilà un parfait. On a tous, alors, pour moi, les années 90, c'était mon enfance, c'était génial. Je suis sûr que je demande à mes grands-parents, les années 90, ils s'en foutent royalement, hein, Et bah, franchement, je sais pas, parce que concernant les années 90, tu vois, enfin, il y a eu quand même et puis il y a encore actuellement, bon là, ça déborde un peu sur les années 2000, tristement, au niveau de la mode vestimentaire, mais les jeunes reprennent beaucoup, cette thématique-là. Là, on voit ressortir, que des remakes ou des suites de films des années ouais. 90, la mode, c'est pareil vestimentaire, pour les jeux, le hein. style musical, il y a que des reprises, des vilains remixes de merde. Ouais, pareil pour les jeux, enfin, je veux dire, Ah bah, non, j'ai mais les jeux l'impression. vidéo, je crois qu'il y avait des mecs qui s'étaient amusés à compter le nombre de remakes de jeux des années fin 80, début 90 qui sortaient chaque année, mais c'était impressionnant, hein. Mais, je pense qu'il y a une espèce de grosse nostalgie, en fait, de cette période où, ben, nous, déjà, on était gamins et c'était cool et en fait, c'était l'époque où OK, on savait que le monde, il allait pas trop bien, mais en fait, bon, c'était pas si grave, tu vois? On avait internet qui venait d'arriver, on n'avait pas encore les réseaux sociaux, c'était cool, en fait et je pense que c'est cette espèce de nostalgie-là qui fait que c'est pas juste que c'était mieux avant, pour nous qui avons vécu là-dedans, c'est qu'il y a une espèce d'aura un petit peu autour des années 90
qui fait que, bah, c'est une période où en fait on allait bien et on avait assez d'avancées technologiques, mais pas non plus trop et c'était un bel équilibre et qu'on est en train de s'enfoncer dans autre chose et c'est pas grave, Beh, mais oui, beh, s'il y a l'aspect un peu nostalgie aussi, quoi et puis, ben, bon, c'est moi je trouve ça ouf que même les jeunes qui n'ont pas connu ces années-là, kiffent ces années-là. Tu vois? Oui, Parce c'est ça, que, c'est vrai, ouais. Mais bah, en même après temps, voilà. il y a, comme tu le disais tout à l'heure, il y a une certaine logique parce qu'en fait, vu que les produits que ces jeunes regardent sont des produits de la télévision, d'Hollywood, des médias qui sont aujourd'hui gérés, construits par des gens de notre génération des années 90. Vu que ces gens-là sont nostalgiques de ces années, ils proposent des produits nostalgiques de ces années qui vont donc du coup influencer les jeunes, faisant en sorte qu'eux aussi sont nostalgiques d'années qu'ils n'ont même pas connues finalement. Peut-être que c'est ça C'est vrai, le lien. ça se tient. Parce que ah oui, non, mais c'est ça, hein. oui, C'est voilà, c'est aussi ça. un argument marketing, hein, Pour moi, c'est ça. C'est-à-dire que quand on te ressort je sais pas, un Space Jam 2 avec 10 milliards de trucs Quel des années enfer! 80-90 ou des trucs comme ça, on cherche à toucher à la fois le papounet qui va emmener son gamin voir ça et qui du coup le gamin adorera, achètera les produits, etc. et commencera à se réhabiller comme dans les années 90 et c'est un espèce de cercle vicieux de nostalgie mêlé à du commerce. Alors, puisqu'on en parle, Ah, vas-y. les casquettes à l'envers, les sacs bananes, les, Nike Air Max et surtout des espèces de survêtements en nylon fluo, non. J'aime bien les années 90, mais ça, non. Le style Je Prince de Bel-Air et compagnie, non. je possède moi-même une banane. J'ai longtemps hésité et en fait, une copine un jour qui s'est pointée, elle était au bar, elle avait pas de sac et juste en fait, elle l'avait en bandoulière à l'intérieur de sa veste et genre je l'ai regardée, j'ai fait: «Mais meuf, mais tu es un génie quoi». Enfin genre c'est trop bien et en fait pour quand tu es une meuf et que tu dois toujours te traîner avec ton putain de sac à main de merde parce que tes poches elles sont trop petites, parce que ces saloperies de designers, bah, ils font, des fausses poches ou des poches minuscules où genre mon téléphone même pas la moitié rentre à l'intérieur et que mon portefeuille n'en parlons pas. Bah, putain, une banane quoi, c'est trop bien. Oui, oui, Voilà. non, mais, oui, non, mais alors ça, c'est pareil. Alors je suis désolé, je vais faire un petit peu du sexisme de base, mais vous, les filles, vous savez accommoder même des trucs moches pour en faire des trucs classe. Genre tu Manon et puis tu Manon avec un sac banane. Que nous, les hommes, c'est tu Seb et puis tu Jackie Tuning. Bon, je t'avoue quand même que je me fais beaucoup moquer, hein, avec mon sac banane, mais j'ai décidé que je m'en branle. Voilà. Oh Mais putain. effectivement, Bien ça raison. peut rapidement tourner, Jackie Tuning. C'est comme la Mais je coupe mulet, quoi. C'est des choses qui oui, devraient rester dans le passé, quoi. mais je pense que comme avec toutes les modes, il suffit que tu arrives hyper confiant avec ton truc et que tu dises: «Bah, quoi, qu'est-ce qu'il y a?» et en fait, ça passe, tu vois? C'est vrai. C'est vrai qu'il y a un peu un côté comme ça Eh oui, Ah non, d'assumer mais totalement. non, mais c'est vrai, je pense qu'une star, mondialement connue, elle se pointe un jour avec un mulet, beh, tout le monde a un mulet une semaine après, quoi. mais Ah là, ça bah, va devenir le un mode premier un petit peu footballeur à mulet. faire un mulet, c'est sûr que tous les gamins ont des mulets Non, 2 mais ans là, plus tard, hein. ça commence, hein, ça commence, il y a pas mal moi, j'en vois pas mal des mulets, là. Ouais. Ah merde. Ouais, ouais, désolée de me l'apprendre. D'ailleurs, Mais j'ai oui, oui, une autre, c'est oui, bah, tiens, ouais, les coupes de cheveux des footballeurs, oui, c'est vrai que du coup, bah, on les voit souvent. oui, oui, mais j'ai une autre mauvaise nouvelle à vous apprendre. Je sais pas si Ah. vous comme moi vous avez un amour, nostalgique pour, la franchise Buffalo Grill. Alors oui, j'ai vu qu'ils avaient supprimé enfin non, vas-y, je te laisse le dire, Oui. je te laisse le dire. Alors voilà, je vous annonce, chers auditeurs, chères auditrices, que si vous aussi vous aimiez quand vous étiez môme aller chez Buffalo Grill et ben, ça y est, ils abandonnent le thème cow-boy et indien et adieu les totems, adieu les bisons, adieu tout quoi. Ils refont toutes les décos de tous les buffalos. Voilà et Bah, c'est je quoi sais la question évoquée? C'est parce que c'est trop vieillot? Parce que c'est systémique et raciste? C'est quoi? Les alors deux. j'aurais aimé que ce soit parce que c'était systémique et raciste, mais en fait non, c'est juste que depuis le covid, bah, il y a moins de gens qui viennent bouffer et du coup, ils essaient de se renouveler pour ramener du monde. Voilà. Ça n'a Oh mon rien à Dieu, voir merde. malheureusement avec D'accord. ultra raciste de ça. Voilà. Si vous voulez D'accord, profiter bah du calendrier je Hunter, c'est maintenant. j'ai jamais Alors vraiment je été chez Buffalo Grill, moi j'allais plutôt chez Ah Flunch quand voilà, j'étais c'est gamin pareil. donc Voilà, pareil, je vais vous faire une confidence, je n'ai jamais, au grand jamais, foutu les pieds dans un Buffalo Grill, pareil, je crois. mais Ah, encore c'est moins tellement depuis que je bien. suis végétarien, donc voilà, Ah oui, non, mais là, c'est clair, hein. Mais bah, c'est en fait, c'est même pas très bon. Enfin, tu vois, c'est genre médiocre, mais quand tu rentres, tu as une petite salade, offerte avec les petits pains et c'est des petits pains, ils sont tout chauds. Tu sais, c'est très rassurant comme Oh. ambiance. Enfin voilà, c'est enfin rassurant, non, c'est pas rassurant, c'est hyper raciste et tout, mais ouais, moi, ça me renvoie à mon oui, enfance, non, mais c'est comme ma quand grand j'étais à la voilà. fac et qu'avec les copains, on allait chez KFC.
Ah, Voilà, non, ok. mais C'est dégueulasse, mais bon, bah, c'était c'est Mais c'est Madeleine de rassurant. Proust, voilà, c'est Madeleine de Proust, Madeleine de Proust. Moi, c'est ma grand-mère qui m'a amenée là-bas, on allait voir un truc au ciné et ensuite on allait bouffer chez Buffalo, tu vois? C'était cool. Eh ben, merci à vous deux pour ces confidences de fin d'épisode. Je sais pas si vous avez des choses à rajouter, mais ça fait déjà 1 heure qu'on tourne et au final, c'est plutôt pas mal. Ça me Pour paraît des bien. gens qui n'avaient rien non. travaillé du tout aujourd'hui, Ah non, mais hey, on est bien t'as vu sorti. le talent? Et je pense que Ouais, les auditeurs doivent se dire qu'on se fout de leur gueule parce qu'à chaque mais fois, on se pointe, ouais, j'ai rien fait, j'ai rien préparé. Total, on leur tient le crachoir pendant 1 heure et demie. On est Ou alors ils nous prennent insupportable. pour des gros snobs, tu sais? «Oui, Camus, la théorie de l'attachement, pia, Non, pia, mais c'est pia». ça, tu sais. Non, mais hey, on est tu sais, des vieux bobos gauchistes en fait. C'est clair. on fait ça à une terrasse d'un bar, mais on se prend un pied-bouche direct, tu sais. Ouais, voilà, bah, désolés chers auditeurs si on vous a paru, des gros bobos de merde, Pédant. voilà, pédants, on n'est pas du tout pédants du tout, Non, c'est on pas est très sympa en vrai, hein, voilà, on est, ouais, en vrai on est cool et moi je voilà, on est rigole à des cool. blagues, où on dit caca aussi, tu vois? Enfin voilà, Ouais, faut pas tout à fait. Parce que le caca, Oui, c'est non, un non, peu le mais propre de notre métier le aussi. beat, ouais, beat, ça nous fait rire, hein, vous inquiétez Voilà. pas. Et donc, Beat sera le mot de la fin de cet épisode. Je voulais vous remercier tous les deux pour votre participation. Merci à Manon, merci à toi Seb. Merci à vous, chers auditeurs, du soir comme du matin, de nous avoir suivis. C'est un peu grâce à vous si ça continue. Ça fait déjà 2 ans finalement que ça dure cette histoire, cette petite aventure. Donc merci d'être au rendez-vous. Et puis cette saison 3 débute bien. Et puis dès la semaine prochaine, vous retrouverez un autre épisode avec des invités que je ne connais pas encore. Mais mon petit doigt me dit que peut-être avec un peu de chance, ça parlera d'Indiens d'Amérique du Sud avec Nicolas. Mais je n'en dis pas plus. On Sur pourra ce, parler de Buffalo! sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Bisous à Ciao tous. tout le monde! Tchuss. Vas-y, Manon, reparle un petit peu pour voir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Moi c'est Manon, je vais parler danse macabre parce que j'aime bien les choses mortes. Ok, ça marche. On rentre en matière, quoi. J'aime la mort. Parce que la mort, c'est cool. Qu'est-ce que t'aimes dans la vie? La mort La et le mort, trépas. les ténèbres. Ok. Et bah Et ben moi, écoutez. moi j'ai trouvé la super combine puisque Ah, j'ai rien préparé, mais en ce moment je suis en train de lire un bouquin qui est très rigolo, donc ce sera un tout petit conseil de lecture de 5 minutes et ce sera très bien. et bah écoute, ce sera OK, parfait. donc tout repose sur moi, c'est ça? Très bien. Non, C'est moi ça. enfin, je vais réussir à trouver quelque chose. Mais par contre, tu vas commencer, oui, ça c'est clair. Google, dis-moi ce que je dois dire. Il fait ça depuis tout à l'heure, hein. Oui, je fais vraiment ça. Putain, mais je suis le pire animateur de la Terre. Je suis dans un état là.